question. Euh, bonjour à tous, toutes. Donc effectivement, donc je suis historienne et je suis formatrice à l'INSPE de Créteil sur les questions de genre et de discrimination ethno-raciale et en histoire évidemment puisque donc, je suis historienne. Je vais revenir aujourd'hui sur les enjeux de genre et la perspective intersectionnelle pour fabriquer une culture commune. D'où je parle parce que c'est toujours important de se situer pour aussi, ça informe en fait sur ce qu'on dit et ça permet vraiment de saisir un peu d'ailleurs la portée du propos. Donc voilà, au titre en tant que formatrice à l'INSPE de Créteil, mais également en tant que syndicaliste depuis longtemps et militante féministe depuis longtemps aussi. Bon, notamment à la faveur de la loi de 2004 qui a été vraiment assez constitutive de la construction de mon orientation féministe. Et c'est aussi donc à l'ensemble de ces titres que je parle aujourd'hui. Alors, j'ai organisé mon plan un peu à la demande aussi de Adrien, qui disait qu'il fallait un peu revenir sur la manière dont l'école reproduit les dominations et d'ailleurs comment elles s'enchevêtrent, et puis la manière dont on est susceptible de construire une culture commune. C'est un peu l'enjeu, sauf que nous, on ne parle pas forcément de culture commune, mais de ce manuel qu'on a rédigé avec des collègues de l'INSPE de Créteil et qui a été réédité cette année, qui, du coup, ambitionne de revenir un peu sur comment l'école reproduit les inégalités entre les sexes et les sexualités, et comment les enseignantes, le plus souvent, malgré elles, y prennent part, mais également aussi comment les enseignantes et les personnels éducatifs dans leur ensemble peuvent participer donc, à la construction de l'égalité des sexes, à la lutte contre le sexisme et les discriminations qui s'enchevêtrent, là encore, y compris sur les questions d'homophobie, transphobie, classisme, racisme. Donc c'est un manuel qui s'adresse notamment aux enseignantes, mais au-delà de ça, au personnel éducatif et puis même aussi à l'éducation populaire de l'école dite maternelle à la terminale, dans une perspective donc interdisciplinaire. Et ça reprend un peu ces deux objectifs qui étaient fixés finalement pour l'intervention d'aujourd'hui. Et la manière dont j'ai décidé d'orienter mon intervention, c'est finalement de faire du macro au micro, puis du micro au macro, avec aussi donc du macro des structures que vous avez sans doute envisagé ce matin, et d'ailleurs je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu être présente, mais au micro, du coup comment dans les pratiques enseignantes dans la classe ces inégalités se reproduisent, et ensuite partir de ce qu'on peut faire du micro, c'est-à-dire dans les pratiques enseignantes dans la classe, au macro, c'est-à-dire évidemment dans une orientation aussi de transformation sociale féministe et antiraciste, c'est-à-dire aussi d'ailleurs de reprendre finalement un élément qui a été central aussi dans notre histoire en tant que syndicaliste, qui est de faire le lien entre une forme de militantisme pédagogique et militantisme syndical, puisque en fait l'ensemble des éléments évidemment s'alimentent en réalité en permanence et forment un continuum, et c'est un peu sur ça que je vais revenir. Donc voilà, la première chose évidemment à avoir en tête quand on essaye de faire un peu l'état des lieux des dominations, c'est la division du travail. Je suis dans une perspective matérialiste dans laquelle je me situe. C'est comment la société elle fonctionne en définitive, et dans quelle mesure finalement l'école s'insère dans ce fonctionnement de la société. Qui est donc une société qui est fondée sur ce qu'on appelle, ce que Danielle Kergoat, une sociologue, appelait la division sexuée du travail, c'est-à-dire un principe de hiérarchisation et de séparation. C'est que tendanciellement, donc les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers, mais ça on pourra y revenir, et même s'il y a eu des politiques publiques, mais je ne vais pas forcément détailler parce que là je vais parler seulement 20 minutes, donc du coup je ne vais pas avoir le temps, on pourra peut-être revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Donc tendanciellement les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers, et quand ils sont dans les mêmes secteurs d'activité, il y a une hiérarchisation qui s'opère, puisque plus on monte dans la hiérarchie de l'organisation du travail, moins on trouve de femmes, et ceci est valable dans le privé, dans le public et à l'école également. Il y a beaucoup
de choses qui le prouvent, mais simplement, on peut juste dire que voilà, on a dans le premier degré 86% de femmes enseignantes, et pourtant, on a une proportion qui est plus importante d'hommes directeurs, c'est-à-dire que quand on a un homme enseignant, il a plus de chances dans son évolution de carrière de passer directeur à moyen terme, puis c'est des choses qui se reproduisent après dans le second degré, sur les chefs d'établissement, qui sont quand même davantage... Enfin, bon, j'ai tous les chiffres, mais je les ai pas mis là parce que je me disais que ça me paraissait pas nécessaire, mais voilà, on a des chefs d'établissement qui sont... on a moins de femmes qui sont chefs d'établissement que d'hommes, et puis dans le supérieur, c'est encore plus fort. Donc, voilà, cette division sexuée du travail, c'est en définitive la première chose que les élèves voient. Et cette division sexuée du travail, elle s'articule aussi à une division ethno-raciale du travail, comme partout dans la société. Donc c'est valable dans l'industrie, c'est valable dans le bâtiment, et c'est valable aussi dans tous les services et les métiers dits du care, du service à la personne et tout ça. Et c'est valable aussi dans l'éducation nationale, puisque notamment, dans certaines, c'est pas forcément le cas dans toutes les académies, mais au moins en région parisienne et dans l'académie d'Aix-Marseille, on a quand même beaucoup de femmes qui sont racisées et qui sont ATSEM ou AESH, si bien que quand par exemple on a une enseignante noire et une ATSEM blanche, ça suscite un quiproquo à la rentrée, puisque les parents pensent que l'ATSEM c'est forcément la noire. Voilà. Donc en tout cas une division ethno-raciale qui se croise du coup à cette division sexuée. Et donc, ça, voilà, c'est les enjeux un peu structurels de dans quel monde on vit et dans quelle situation de travail on vit, qui est évidemment la première chose à avoir en tête quand on arrive à l'école. À cela s'ajoute, d'un point de vue structurel, là encore, et en lien avec cette organisation du travail que j'évoquais au début, tout ce qui se rapporte à l'orientation scolaire, que j'imagine vous avez évoqué ce matin. Donc une orientation qui continue d'être différenciée. Là, j'ai les chiffres de 2022 parce que j'ai pas pris la peine d'aller chercher ceux de 2024, mais ils existent puisqu'ils sortent chaque année en mars. Donc sur la part des filles dans l'orientation scolaire, donc on voit en lycée général, on a une grosse majorité de filles dans les filières AGGSP, etc. pour la filière générale, et puis une toute petite minorité de filles en mathématiques et toutes les sciences informatiques, etc. Phénomène qui, comme vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes ici, je pense, mais a été renforcé par la réforme du bac récente. Donc ça, c'est pour la filière générale. Pour la filière technologique, santé sociale, on a plus de 80% de filles, et en revanche, industrie et développement durable, on a moins de 8% ou 5%, je n'arrive pas bien à lire, de filles. Et puis pareil, au lycée professionnel, où on a coiffure, esthétique, habillement, plus de 90% de filles, et énergie, génie électrique, etc., moins de 5% de filles. Donc je pourrais vous transmettre le PowerPoint, il n'y a aucun souci. Donc évidemment, cette orientation scolaire différenciée, elle produit finalement une insertion différenciée dans le marché du travail, et donc aussi tous les phénomènes de déqualification des métiers, notamment féminins, liés à la naturalisation des compétences qu'on connaît et qui sont au cœur de cette division sexuée du travail, puisque tout fonctionne à peu près de façon cohérente. Et donc voilà, on a cette orientation différenciée du point de vue du genre, à laquelle, là encore, s'articulent des enjeux ethno-raciaux. Je cite simplement un exemple que je vous invite à aller voir. Donc c'est ce documentaire qui s'appelle Ouvrir la voie, qui a été réalisé par Amandine Gay, qui revient sur le parcours de 23 femmes noires en France. Alors, dans le documentaire final, il n'y a pas ce moment sur l'orientation scolaire, mais en revanche, en ligne, et je vais ajouter le lien, il y a un moment où, mais en revanche, la réalisatrice, donc Amandine Gay, elle a recueilli tout un tas de témoignages de ces femmes sur les orientations scolaires qu'elles avaient subies parce qu'elles sont noires. Et donc, on peut, il y a plusieurs exemples qui sont donnés qui montrent que du coup il y a une orientation aussi différenciée avec où s'articulent des enjeux de genre et des enjeux ethno-raciaux. Donc je donne par exemple un exemple de ce témoignage d'une des personnes qui explique qu'elle avait un an d'avance en troisième et qu'on l'oriente en lycée professionnel.
et qu'on ne cherche pas à savoir ce qu'elle a vraiment envie de faire et que finalement c'est grâce à une prof en première qu'elle va faire une première d'adapte à l'époque, ce qui va lui permettre ensuite de devenir costumière et donc intermittente du spectacle, et c'est ce qu'elle est au moment de l'entretien. Des phénomènes qu'on connaît, et du coup je fais souvent cette blague, vous connaissez peut-être la chanson Madame Pavosco de Black M, c'est à peu près cette idée-là, c'est-à-dire que une orientation scolaire différenciée en fonction aussi des perceptions d'ethno-racialisation où les enjeux de genre s'articulent, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, mais j'imagine que tu vas aussi peut-être y revenir, enfin je sais pas. Bon. Bref, voilà. Donc ça, c'est les enjeux plus structurels. Alors tous ces éléments-là, évidemment, ensuite, et là encore, ça fait sens, ils sont réitérés quotidiennement dans nos pratiques enseignantes. Et dans nos pratiques aussi en tant que personnel de l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'idée de socialisation différenciée, c'est-à-dire que malgré nous, on socialise différemment les filles et les garçons via un curriculum caché, donc qui ne marche pas que sur les questions de genre, qui est valable en fait sur l'ensemble des points, mais qui a été utilisé par la sociologue Nicole Mosconi pour montrer que ça jouait en fait de la même manière, c'est-à-dire ces choses qui s'acquièrent à l'école sans jamais figurer dans les programmes officiels ou explicites. Et donc là, je ne vais pas forcément détailler à ce stade aujourd'hui, mais évidemment, cette socialisation différenciée, elle passe par l'ensemble de nos pratiques, par l'ensemble des supports qu'on utilise, que ce soit la littérature de jeunesse, que ce soit les documents sur lesquels on travaille en classe, que ce soit finalement tout type de support, alors qui n'existent, comme vous le savez, pas en eux-mêmes, qui sont aussi dépendants des questionnements qu'on construit par rapport à ces supports. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'utiliser toujours des supports différents et hyper originaux, mais en tout cas de les questionner, c'est-à-dire de ne pas laisser filer la réitération de normes sexistes et ou de normes racistes, c'est-à-dire de justement poser un peu des questions finalement à ces supports. Ok. Je suis désolée, du coup. Ok. Donc voilà, l'idée, c'est pas forcément d'abandonner les documents patrimoniaux, mais par exemple de les questionner. Je pense par exemple, on peut utiliser Roule Galette si on veut, mais Roule Galette, on peut aussi mettre à côté Roule Ginette, qui est un autre ouvrage de littérature de jeunesse qui est beaucoup moins stéréotypé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Roule Galette, non seulement la galette, elle est blonde, elle est ronde, et puis en plus, c'est toujours une division sexuée du travail dans la sphère domestique, puisque c'est la femme qui passe le balai au départ, etc. Enfin bref, on peut en tout cas un peu questionner aussi les supports auxquels on a recours au quotidien. Ça passe aussi par évidemment tous les exercices qu'on propose et les consignes aussi que l'on propose, qui en fait bien souvent peuvent être assez stéréotypées simplement parce qu'on n'y a pas pensé ou on n'a pas réfléchi à ça. Ça passe évidemment par la langue. Donc là-dessus, il y a une grande tension autour de la langue, évidemment, puisque le problème de la langue, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on parle au masculin, soit on parle au féminin, soit on visibilise les enseignants et les enseignantes, mais dans ce cas-là, on bicatégorise. Et donc, du coup, ça pose aussi la question de l'ouverture du champ des possibles de personnes qui ne reconnaîtraient pas ni comme hommes ni comme femmes, qui s'envisageraient peut-être comme non-binaires. Donc, cette tension, elle existe. Et on est un peu obligé finalement de faire avec dans le cadre de nos enseignements. Donc peut-être limiter les aspects de bicatégorisation, c'est-à-dire par exemple en regroupement à l'école dite maternelle, ne pas compter les filles et les garçons, comme d'ailleurs on ne compte pas les blancs et les noirs, mais peut-être justement choisir d'autres comptages à ce moment-là, ne pas créer forcément toujours des groupes de filles et de garçons, tout en ayant en tête qu'il s'agit évidemment, par exemple, en classe, d'interagir de façon équilibrée avec les filles et les garçons, et peut-être d'associer aussi les élèves à cette réflexivité-là, c'est-à-dire comment est-ce que justement, qui prend la place, qui est
qui prend trop l'espace de la parole dans une classe. Hein. Je le précise pas là parce que j'ai pas vraiment le temps, mais bon, en fait, il va falloir quand même que j'accélère un petit peu. Mais en gros, il y a parmi les grosses enquêtes qui révèlent cette socialisation différenciée, c'est les enquêtes où il y a une sociologue qui se met au fond de la classe et qui compte finalement combien d'interactions avec les filles, combien d'interactions avec les garçons. Et on se retrouve encore aujourd'hui à des pratiques finalement inégalitaires de ce point de vue, où les garçons on interagit bien davantage avec les garçons encore maintenant en classe que avec les filles, aussi parce que justement ils occupent plus de place, parce qu'on a envie de les contrôler et donc de les gérer, et donc du coup on les interroge parce qu'on se dit que ça va favoriser les focus, etc. Et du coup, bon, ça fait une inégalité en termes de prise de parole, et qualitativement aussi, on les interroge pas de la même manière. Hein. Il y a eu des enquêtes qui ont montré, par exemple, sur des leçons de mathématiques, qu'on interroge, on demande aux garçons de réfléchir alors qu'on demande aux filles de répéter. Donc, en tout cas, voilà, il y a cet enjeu entre équilibrer les interactions en classe et en même temps sans définir deux groupes figés de façon à ouvrir le champ des possibles. Ça passe enfin par les affichages qu'on a, tous les documents qu'on met, notamment dans le premier degré, tous les affichages de quelque ordre qu'il soit, et du coup quelle représentation on offre, où on trouve encore aujourd'hui dans des frises chronologiques de fond de classe. Donc là, je ne fais pas la devinette pour les personnes qui m'ont déjà vu en formation, mais on trouve quelquefois dans certaines frises chronologiques une seule femme, Lucie, australopithèque. Donc en termes d'identification pour les petites filles de la classe, c'est pas idéal, quoi. Donc en fait, il y a évidemment ça va. Non mais c'est vrai, je vous assure, c'est tout à fait la réalité, parce que je fais des visites aussi évidemment dans les écoles. Voilà, alors du coup peut-être le deuxième point de mon intervention, et je terminerai du coup là-dessus. Comment construire une culture commune ? Alors déjà évidemment là je vais faire du coup du micro au macro. J'ai fait du macro au micro dans l'analyse, et du coup du micro au macro. Déjà peut-être réaliser des bilans impressionnistes sur ce qu'on fait, avoir un retour critique sur sa propre pratique en classe de ce point de vue, varier les supports ou travailler justement, ça je l'ai déjà dit, avec des questionnements qui mettent en cause les normes réitérées, de façon à ouvrir le champ des possibles. Pour le dire peut-être plus précisément, nous, dans le cadre de nos recherches, et dans le manuel en particulier, on met en avant ce qu'on appelle une pédagogie critique de la norme, c'est-à-dire une pédagogie qui consiste à ne pas construire la norme de façon à la déconstruire, ce qu'on entend assez souvent, mais se situer finalement en amont de la fabrication de cette norme, de façon à ouvrir le champ des possibles, ce qui s'oppose totalement à cette pédagogie, ou en tout cas à ces injonctions des instructions officielles, qui insistent sur l'idée de tolérance. Nous, on se situe totalement à rebours de cette idée de tolérance, puisque l'idée de tolérance induit un rapport de pouvoir. Il y a toujours des gens qui tolèrent et des gens qui sont tolérés. L'exemple que je donne souvent, c'est quand on tolère les moustiques, on ne peut pas considérer qu'on est vraiment à égalité. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas se situer dans cette logique de tolérance, mais bien de pédagogie critique de la norme, ouverture du champ des possibles, pédagogie égalitaire, qui permet justement d'essayer de se départir au maximum de tout un tas de stéréotypes qui sont ancrés, finalement, qui participent de l'ancrage matériel aussi de la société, et de la construction des dominations au sens large dans l'ensemble de la société. Et évidemment, le tout dans une perspective matérialiste, comme vous avez bien vu dans mon propos, c'est-à-dire d'essayer aussi de rendre compte de l'organisation du travail domestique, de la manière dont il fait fonctionner aussi la société. On fait tout un tas de propositions aussi sur ces questions. L'autre point qui est très très important, et là je passe peut-être à une échelle plus mezzo, mais ça articule évidemment le micro et le macro, pour construire une culture commune quand on parle de genre, c'est l'enjeu de la perspective intersectionnelle, qui évidemment fait une articulation permanente des discriminations de classe, de race,
liées aux sexualités, liées au validisme aussi, hein, et ça c'est un énorme enjeu, on aurait pu y revenir aujourd'hui parce que justement moi j'ai pas mal bossé la question l'année dernière, hein, la question n'est pas tant le handicap que le validisme, hein, c'est-à-dire le système qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont valides et d'autres qui sont en situation de handicap. L'enjeu c'est on a un peu tendance à penser le handicap comme si c'était du coup les personnes qui portaient leur propre exclusion, alors que c'est un système en fait qui produit cette exclusion. Et c'est bien le problème aussi, d'ailleurs, à mon avis, ça fait partie aussi des problèmes peut-être plus épistémologiques liés à l'école dite inclusive. Je ne parle même pas des enjeux de moyens, là, je parle vraiment de la logique générale dans laquelle on se situe. En tout cas, du coup, articuler justement ces différentes discriminations parce que, par exemple, hein, et là on en parlait à l'instant, voilà, si on a des œillères, alors on est toutes ici situés dans toutes sortes de rapports sociaux, hein, de genre, hommes, femmes, non-binaires, mais aussi de race, mais aussi de classe, mais aussi liés aux sexualités, mais aussi liés au validisme. Et l'ensemble de ces éléments-là produisent des effets dans notre quotidien et produisent après des effets aussi dans l'insertion professionnelle et dans la société aussi qu'on veut construire, et d'ailleurs dans la culture commune émancipatrice qu'on a envie aussi de fabriquer. Et donc, si on a des œillères et qu'on n'envisage qu'un seul aspect, on peut se retrouver dans le contexte politique que nous connaissons, avec une islamophobie très forte et un racisme qui se déploie aussi de manière assez large, avec ce qu'on appelle l'idée de racialisation du sexisme, c'est-à-dire que en réalité le sexisme serait l'apanage des autres, notamment des garçons non blancs, des quartiers populaires, et ce qui est aussi d'ailleurs une façon de dédouaner les blancs de leur propre sexisme. Et en fait, c'est ce type de situation-là, ce type d'enjeu-là, on le retrouve en permanence aujourd'hui dans l'éduc, hein, une manière en fait d'essentialiser certaines personnes en disant voilà, ces personnes sont sexistes, ces personnes ont une culture qui n'est pas la nôtre, etc., etc. Donc créer une forme d'altérisation et de développer encore un racisme encore plus fort sous couvert finalement d'une perspective féministe. Et du coup, il y a un enjeu aujourd'hui à vraiment tenir l'ensemble de ces bouts-là aussi, hein, dans le contexte politique de la montée d'extrême droite qu'on connaît, et de d'ailleurs l'instrumentalisation du féminisme par ce qu'on appelle, ce qu'une sociologue qui s'appelle Magali De La Souda a appelé les nouvelles femmes de droite, c'est-à-dire des femmes qui mettent en avant le droit des femmes avec une perspective raciste, xénophobe et en même temps transphobe. Donc voilà, c'est un discours qui est aujourd'hui à pignon sur rue, hein. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit pour nous d'être attentifs, attentives à ça, dans la manière dont on met en avant des pratiques enseignantes, mais aussi dans la manière dont on pense finalement cette culture commune et cette logique dite intersectionnelle. Et enfin, je terminerai là-dessus. Il me reste 1 minute. Évidemment, hein, si on va dans le macro encore plus large, là, voilà, je remonte sur la division sexuée. Enfin bon, vous n'avez peut-être pas compris ma logique, elle était peut-être pas très claire, mais bon, pour moi, elle était claire, c'est pas grave. Évidemment, l'enjeu aussi, il est de participer à la fabrication de la grève féministe, hein, y compris dans l'éduc, hein, puisque comme là, c'est l'idée de continuité entre voilà. L'idée de militantisme pédagogique et en même temps militantisme syndical, c'est qu'il y a une continuité en fait là-dedans, et que aujourd'hui on se retrouve avec des métiers qui sont très largement déqualifiés. Il y a un livre qui est sorti à la rentrée, comment il s'appelle déjà, je le mets dans mes slides d'habitude, mais non, c'était pas celui-là, mais celui-là aussi, je le mets dans les slides. Mais là, je voulais pas parler de celui-là. Un truc avec Marlène Cacou sur Profession dans la tourmente. Je l'ai mis dans des formations. Bon, c'est pas grave. Je vous le dirai tout à l'heure. Je l'ai. En tout cas, sur le métier d'enseignante, d'enseignant et d'enseignante, et la déqualification de ce métier, et l'idée de vocation qui est assez centrale aujourd'hui pour faire tenir la baraque de l'éduc, mais d'ailleurs aussi de l'ESR, mais aussi de plein de métiers hospitaliers, etc. En tout cas, du coup, il y a un enjeu aussi à réfléchir à cette déqualification en cours liée à la naturalisation des compétences et au fait que ce soit aussi des métiers féminins, tout en
n'ayant conscience, bien sûr, des rapports de pouvoir qui existent entre personnels. Et ça, c'est un énorme enjeu syndical, à mon avis, qui est de comment créer une unité, finalement, avec une perspective syndicale entre, justement, des personnels enseignants, des AESH, des ATSEM, des personnels du périscolaire, qui n'ont pas forcément les mêmes employeurs, qui ne sont pas forcément situés de la même manière dans les rapports sociaux. Et c'est aussi ça, en termes de perspective syndicale, à mon avis, un énorme enjeu qui, en fait, participe aussi de cette culture commune que l'on a à construire, c'est-à-dire, du coup, voilà, faire le lien entre ce qu'on met en œuvre dans les classes, comment on le déconstruit, et en même temps, comment on offre finalement un autre modèle de société dans une perspective émancipatrice et aussi, du coup, voilà, militante, syndicale en tant que professionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là.